Et donc là, vous avez vraiment des cinéphiles, des cinéphages qui se sont formés tout simplement grâce à cette ouverture sur le monde. Et Kim Ji-woon, quand il est venu en fait en France, à Paris, c'était dans les années 90. Il avait commencé à faire des études en théâtre, mais il les a abandonnées. Et surtout, il a découvert un art qui était beaucoup plus proche pour son mode d'expression, le cinéma. Et ça tombait bien, c'était pendant les 40 ans des Cahiers du cinéma. Et donc, il a passé ces 3 mois dans le quartier latin, à la Cinémathèque française, et il voyait quasiment un film tous les jours minimum. Quand il est retourné en fait en Corée, il a fait un début de carrière donc au théâtre. Donc il est d'abord connu comme dramaturge, metteur en scène et acteur dans cette discipline, mais c'est surtout ce qui lui a mis le pied à l'étrier dans le cinéma, c'est d'avoir été l'assistant sur le film Young Lover de Lee Sung-soo. Et en 1994, il s'est essayé au scénario et il a envoyé un scénario au premier concours du prix Ciné 21 pour The Quiet Family et il a remporté le prix. C'est aussi quelqu'un, comme je vous le disais, donc de la génération 386 qui a aussi cette deuxième particularité d'avoir en fait une conscience politique. Alors, pour beaucoup de cinéastes sud-coréens, parler politique, c'est quand même un terrain glissant parce que c'est extrêmement clivant. On est souvent dans une sorte de binarité, est-ce que vous êtes pour ou contre quelqu'un ou quelque chose, mais une chose est sûre, Kim Ji-woon assume ses partis pris politiques et a milité, donc c'est la deuxième petite photo que vous voyez là, avec le panneau, c'était en faveur de la conservation des quotas des films sud-coréens sur les écrans parce qu'il y avait une déferlante de films américains. Et donc, pour pouvoir préserver en fait la culture sud-coréenne, il fallait donc conserver un minimum de temps de films coréens à l'affiche dans un nombre de salles. Donc ça, c'était hyper important pour justement avoir cette reconnaissance que maintenant vous connaissez via des films comme Parasite de Bong Joon-ho qui avait fêté les 100 ans du cinéma coréen avec ses 4 Oscars et la Palme d'Or en 2019. Et bien ça, c'est tout ce travail de longue haleine. C'est grâce justement à cette loi des quotas que vous pouvez avoir ce genre de reconnaissance internationale. Et la petite photo en bas à gauche est prise à Busan en 2018 quand Kim Ji-woon a reçu en fait sa petite médaille d'officier des arts et des lettres par la France. Il venait présenter un film qui s'appelle Ilang. Et du coup, là, sur cette petite photo, il me faisait un peu un coucou, donc j'étais un peu intimidée parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Et tous les petits liens roses que vous voyez, vous pouvez prendre des photos si vous voulez du PowerPoint. Le but, c'est qu'avec la reconnaissance intelligente de vos smartphones, après, vous pouvez cliquer sur un lien, ça va vous emmener sur les vidéos par la suite. Donc, je vous ai mis la petite vidéo de son discours de récipiendaire de l'officier des arts et des lettres quand on était à Busan. Et puis, vous avez sa masterclass à la Cinémathèque qui avait été donnée. Et pareil, la petite publication anniversaire tout en bas, c'est le récap de sa filmographie. Alors justement, sa filmographie, vous le connaissez pour ceux qui m'ont dit que ce n'était pas la première fois qu'ils venaient voir un film de Kim Ji-woon. Il est surtout connu pour ces longs métrages-là, mais pas que. Là, on croit qu'il n'a pas beaucoup tourné, mais en fait, c'est une personne qui a quand même une filmographie assez conséquente. Donc là, je vous ai mis les longs métrages avec ce qui est envers le nombre d'entrées au box-office coréen. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de The Quiet Family, qui est sorti en 1998, et assez régulièrement, des longs métrages parsèment sa filmographie, avec, vous voyez, quand même une carrière en dents de scie, avec des succès plus ou moins confirmés, et surtout des insuccès. Donc, par exemple, je vous parlais de Ilan, quand on lui a remis son prix, sa petite récompense d'officier d'art et des lettres, ça a été son score le plus bas au box-office coréen. Ça n'avait pas bien marché, alors que c'était une œuvre très attendue, parce que c'est une adaptation de Jinro, le manga, qui a beaucoup marqué ma génération de jeunes adultes. Et du coup, ça n'a pas du tout fonctionné comme The Last Stand. C'est son ouverture à Hollywood, pareil, ça n'a pas du tout fonctionné. Là, le chiffre que je vous ai mis, 66 000 spectateurs, c'est seulement en Corée.
c'est pas le box-office monde, par exemple. Mais il est surtout aussi identifié par ses compatriotes, pas forcément par nous, mais pour tout le reste de cette filmographie. Donc c'est surtout des courts-métrages, des séries, donc en Corée on les appelle les dramas, donc les K-dramas, et il aime beaucoup en fait alterner avec des moyens métrages. Donc c'est ce pourquoi c'est quelqu'un qui continue de toute façon à travailler, même si vous ne voyez pas beaucoup ses longs métrages. Eh bien, il continue à tourner pour la télévision, les plateformes. Là, vous voyez tout en bas à droite Dr. Brown sur une plateforme qui l'a un peu traumatisé, donc il s'est dit plus jamais je ne travaille avec eux. Ça a été beaucoup trop compliqué, mais il continue et en 2026 et 2027, on va pouvoir découvrir de nouvelles œuvres. Donc pareil, n'hésitez pas à être un peu curieux et à voir, certains de ces films sont disponibles sur des plateformes. Alors, le film que vous allez voir ce soir est en fait inspiré d'un courant qui s'appelle pour nous les Western Mandchou, mais moi je préfère les renommer les Eastern Mandchou, puisque ce sont des films tournés à l'Est et non à l'Ouest. Quand bien même ils reprennent des codes des westerns avec le petit chapeau, etc. Bon, moi personnellement je préfère dire Eastern Mandchou. Donc c'est toute une vague de films qui ont été tournés entre les années 60 et 70 pour un petit peu contrebalancer une lassitude par rapport à des films d'action, des films noirs, des thrillers. Et puis c'est surtout, c'est lié en fait à l'influence de ces petites vignettes que je vous ai mises là, pareil, de ces films qui sont vus par les réalisateurs, les producteurs et quelques spectateurs. Donc vous avez Shane aux États-Unis qui a beaucoup influencé les cinéastes sud-coréens, mais évidemment Akira Kurosawa, qui est vénéré parce que c'est un cinéaste immense avec des mises en scène prodigieuses. Et puis évidemment la trilogie du dollar qui a beaucoup influencé et impacté le monde entier. Et puis il y en a un qui se réclame d'un plagiat par justement la brute et le cinglé, qui est Sammo Hung, qui dit ça ressemble beaucoup à mon scénario, etc. Donc il se peut que Kim Ji-woon ait un peu piqué chez moi, donc c'est la dernière vignette que vous avez à droite. Donc je l'ai quand même mis dans le panel. Allez le voir, le film, faites la comparaison, vous verrez de vous-même s'il y a plagiat ou pas. Mais toujours est-il que de toute façon, les œuvres circulent. Elles se voient d'une façon ou d'une autre. On n'a pas attendu Napster ou Netflix pour du piratage ou voir du streaming. Les gens arrivaient à voir d'une façon ou d'une autre des films d'ailleurs, et donc ont été des éponges et ont ingurgité, ont été influencés par ce qu'ils voyaient. Et effectivement, comme la mise en scène est excellente, eh bien, on a envie de faire pareil, ou mieux, ou si on n'est pas doué, un peu moins bien. Et toujours est-il que ça a donc donné toute une série de films qui vont mener au bon La Brute et le Cinglé. Donc les années 60 et 70 sont très très courtes, 2 décennies assez compactes. Vous avez tous ces Eastern Mandchou. Donc là, pareil, je vous ai mis toutes les références avec les entrées en vert. Alors, ce sont les statistiques officielles des archives nationales de la COFA. Ça ne veut pas dire que ce sont les chiffres exacts, parce que ça date quand même. Donc, ce sont des arrondis, donc eux-mêmes, ils mettent 50 000, 100 000, mais c'est peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et pareil, là, vous avez les petits liens en rose, c'est les films légaux sur la chaîne YouTube de la COFA. Donc, vous pouvez les visionner et vous pouvez voir effectivement les similitudes avec des œuvres maîtresses, des westerns occidentaux que nous chérissons. Et surtout, dans cette deuxième décennie, les années 70, les œuvres majeures, eh bien, on a surtout en fait un réalisateur qui a influencé tout ce que vous voyez dans cette deuxième diapo. Donc Chang Chang-hwa, qui a été l'un des premiers à faire un Eastern Mandchou, a influencé eh bien, tous ses assistants réalisateurs, Im Kwang-taek par exemple, mais vous avez tous les suivants, et notamment un film qui a inspiré le film que vous avez vu ce soir, qui est Break the Chain. Donc je vous ai mis une petite pastille jaune autour de la vignette pour que vous l'identifiez. Donc c'est pareil, l'histoire de 3 bons hommes. Eux, en revanche, ils sont à la recherche d'une statuette de Bouddha. Et pareil, c'est sur la chaîne officielle de la COFA, donc vous pouvez aller regarder le film et voir les similitudes avec le film que vous allez voir ce soir. Ça mène jusqu'à l'hommage de Kim Ji-woon ce soir, en 2008, qui a eu un succès mitigé. Beaucoup disent que c'est un énorme succès, plus de 6 millions d'entrées, mais il y a eu un tel tabassage de marketing et de com à l'époque que ça aurait dû faire 10 millions.
Donc, quand bien même c'est un chiffre important de fréquentation, ça aurait pu faire mieux, ça aurait pas pu faire le double. Et l'un des derniers hommages de l'Action Kid You Sang-wan, d'Ashima Awali, que vous avez tout en bas, et dans les œuvres contemporaines, la dernière vignette en bas à droite, c'est une série Netflix Songs of Bandits que vous pouvez visionner. Alors là, ça n'a plus la même esthétique, hein. Tout est propre, tout est lisse, tout est un peu trop beau, mais pareil, ça reprend les codes du Western Manchu ou Eastern Manchu. Je vous demandais qui avait vu Le Bon, la Brute et le Truand, parce que l'un des hommages évidents est ce film, même si c'est globalement la trilogie du dollar de Sergio Leone. Mais c'est ce film dont on fait un deuxième hommage après Break the Chain dont je vous parlais un instant. Et donc ce que vous allez trouver comme similitude, évidemment, au-delà du titre, c'est la reprise des personnages. Donc personnages mythiques, cultissimes, donc Clint Eastwood qui joue le même personnage de l'homme sans nom, mais qui a quand même un petit nom dans la VF ou la version américaine. Et en dessous, je vous ai mis les équivalents donc, du cast du film sud-coréen de ce soir. 3 stars incontournables de l'époque au cinéma sud-coréen, donc Jeon Woo-sang, Lee Byung-hun et Song Kang-ho. Alors je vous ai mis leur cast dans l'ordre du titre, mais si vous avez vu la trilogie du dollar et notamment Le Bon, la Brute et le Truand, vous savez que les personnages les plus importants, c'est pas Blondie au final, c'est plutôt notre Tuco qui porte en fait toute la dramaturgie, et l'antagoniste, le vilain méchant, Angel Eyes. Et bien vous allez retrouver un petit peu aussi la même trame dans Le Bon, la Brute et le Cinglé. Au final, le gentil, c'est pas le plus important, c'est pas lui, mais ça va être ce duo-là qui va énormément fonctionner dans la dramaturgie du film. Beaucoup de gens se réfèrent aux scènes cultes de la trilogie du dollar et du Bon, la Brute et le Truand par ces duels, ces confrontations, ces gunshots et ces séquences armées. Et en fait, le plus important dans l'œuvre de Sergio Leone, c'est en fait les ravages de la guerre et le gâchis humain, avec 3 momentum qui apparaissent dans le film, qui inspirent et nourrissent aussi l'inspiration de Kim Ji-hoon et son équipe, puisque la péninsule coréenne a vécu ses propres calamités et les ravages de la guerre. Donc là, je vous ai remis 3 momentum du Bon, la Brute et le Truand, qui est le clin d'œil à la guerre de sécession qui a dévasté le peuple américain. Le deuxième momentum, c'est un relent de la Première Guerre mondiale, qu'on disait être la Grande Guerre, puisqu'on a une mise en scène dans une séquence liée à un pont qui rappelle la guerre des tranchées. Et le troisième momentum, c'est la Seconde Guerre mondiale, avec cette idée de camp, et surtout de camp d'amant, de camp de concentration, avec notamment la scène de torture de Tuco, qui est masquée par la musique de musiciens, et peut-être que vous le savez, on demandait à des juifs de se composer en orchestre et de jouer dans les camps de la mort. Donc là, c'est un clin d'œil direct aux horreurs antisémites qui étaient produites. Et pareil, c'est quelque chose qui peut parler à Kim Ji-hoon pour les mêmes atrocités qui ont été vécues sur la péninsule coréenne. Alors souvent, quand j'essaie d'expliquer le contexte historique de la péninsule coréenne, on reprend souvent l'image d'une petite crevette entre 2 baleines. J'ai fait 2 petites baleines et une petite crevette. La baleine qui est là, c'est l'Empire chinois. La baleine qui est là, c'est l'Empire japonais. Et cette petite péninsule coréenne, je vous ai repris la carte du film, exactement, pas du tout une carte Google Maps, pour vous montrer que la position stratégique en fait, de la Corée a toujours intéressé, puisque c'est en fait un lieu d'attache sur le continent pour l'invasion de l'Empire colonial japonais, et surtout une base arrière pour tout le continent, que ce soit la Russie ou la Chine. Là, je vous ai repris des petites photos de production. Donc là, pareil, vous avez tout le contexte historique. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la Corée du Sud, mais ce qu'il faut en fait retenir, c'est que c'est une péninsule qui, au travers des siècles, a subi de longues invasions, qu'elles soient mongoles, qu'elles soient japonaises, qu'elles aient eu des assimilations culturelles de la part de la Chine, puisque la Corée était vassale de l'Empire chinois, et que, pareil, elle a eu un phénomène d'occidentalisation avec l'arrivée des Européens et des Américains. Donc là, vous avez un peu tous les moments clés
des tragédies de la péninsule coréenne pour vous amener au contexte du film. Le film se passe en 1930 et donc vous avez toutes ces péripéties qui arrivent à ce momentum de 1930. C'est la Mandchourie est un territoire stratégique puisque avec l'occupation de l'empire colonial japonais à partir du XXe siècle, eh bien, plein de Coréens ont fui la péninsule coréenne pour se réfugier justement en Mandchourie. Et notamment après d'autres péripéties et tragédies, quand il y a eu en fait des soulèvements et un mouvement qui a donné naissance au gouvernement coréen provisoire le 19 mars 1919, sous la direction de Lee Syngman, eh bien, nous avions toute une histoire qui a proliféré des légendes et des fantasmes sur cette résistance coréenne. Et c'est ça qui a donné en fait toute une littérature et un cinéma par la suite sur ces héros résistants. Hein, c'est un peu le bataille de Gaulle de ce moment. Et ben, eux, ils l'ont fait aussi. L'adaptation narrative que vous avez ce soir, qui, alors, à contrario du Bon et la Brute et le Truand qui prend une énorme place dans le film, et bien là, elle est un peu plus légère. Donc c'est pour ça que je me permets de vous la rappeler parce que le film va être plus porté sur l'action, mais sur cette idée eh bien, que nous avons des apatrides et que pour s'en sortir, eh bien, c'est l'argent. Et de toute façon, à quoi bon acheter une terre colonisée? Ça va être un petit peu toute la dramaturgie en fil ténu du film. Donc là, c'est l'un des personnages qui se demande à quoi ça sert de rester en Corée puisque ce n'est plus leur pays. Donc pareil, là, je vous ai fait un petit rappel sur cette figure en fait héroïque du chasseur que représente le personnage que je vous ai mis en photo juste avant, qui est soi-disant le bon dans le film. Donc ça a vraiment existé, en fait, ces chasseurs qui étaient là pour justement prêter main forte dans des situations très particulières, donc avec des personnes qui ont réellement existé comme Hong Bong-do. Et puis, cet enjeu dont je vous parlais de l'occupation, qu'est-ce que ça fait réellement dans le film? Eh bien, c'est vous parler de ce que la colonisation, c'est l'accaparement, c'est montrer que la puissance colonisatrice est une puissance moderne, puisque vous allez voir dans les batailles, l'armée japonaise est lourdement armée, qu'elle a la possession d'une technologie et d'un savoir. Et peut-être la réflexion que vous allez faire à la fin du film, c'est qu'on vole l'avenir aux Coréens et aux Coréennes, et peut-être une incompréhension va peut-être naître de votre réflexion, c'est sur l'enjeu du trésor qu'ils sont en train de poursuivre, qui est en fait la source vitale des revenus pour le Japon, et que les Coréens en sont complètement dépossédés. Vous allez avoir une mise en scène qui va mettre en place une vision épique. Donc là, je vous ai remis un petit peu les chiffres magiques du film. Alors, le nom alternatif du film, au lieu d'être le bon, la brute et le cinglé, c'est nom, 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 nom. Ce type, c'est en fait le petit caractère en angle que vous voyez là, qui est repris 3 fois. Nom, 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 nom. Ce type. Donc ça va plus vite que dire le bon, le brut et le cinglé. Ça a été l'un des tournages les plus coûteux, environ 12 millions d'euros, un très long tournage, notamment en Chine, à Dunhuang, et sorti exactement il y a 18 ans. Ça a eu pas beaucoup d'entrées en France, mais pareil, c'était aussi les débuts des gros films coréens en France, donc on n'était pas encore au succès de Parasite avec plus d'1 million d'entrées comme on l'a eu il y a quelques années. Et il y a plusieurs versions qui existent, donc celle que vous allez voir, c'est celle de 139 minutes ce soir. Vous allez avoir une reprise des codes du western, mais pareil, avec une façon de mettre en scène de Kim Ji-hoon très particulière, où vous allez avoir un florilège de techniques de mise en scène, avec des techniques comme du travelling compensé, du zoom, des zooms, alternance gros plan, plan d'ensemble, comme il y a dans beaucoup de westerns. Et puis, je vous ai mis, pour vous faire un petit peu plaisir, la vision. Imoge, c'est le directeur photo de ce film-là. Alors, peu le connaissent par son nom, mais je pense que vous avez déjà vu ses films. Donc là, je vous ai mis sa filmographie. Il a commencé avec Hong Sang-soo, La Vierge mise à nu par ses prétendants. Mais vous avez certainement dû voir des films de Lee Chang-dong, Oasis ou Peppermint Candy, ou notamment Pandémie, ou Wai Monster Boy, ou très récemment Sobok, ou Hunt, ou Exuma, ou Yadang dans le festival film coréen à Paris, notamment. Vous pouvez retrouver les liens.
Et je vous ai remis, pour vous faire un petit peu plaisir, eh bien, des photos de production. J'ai fait vraiment une toute petite sélection parmi les 2140 photos. Donc là, vous allez voir un film qui va mettre en scène eh bien, une énergie sous la forme d'un road movie, une mise en scène de la cavale, de la fuite, de l'échappée, la poursuite, la traque, le mouvement pur, qui va tout simplement incarner une des répliques d'un des protagonistes. Si tu poursuis une chose pour l'obtenir, une autre chose te poursuivra. La vie, c'est une course-poursuite sans fin. Donc là, je vous ai mis des petits documents exclusifs de production sur les intentions esthétiques, de tournage, pour vous montrer un peu l'ampleur, le gigantisme, parce que c'était vraiment le plus gros film de l'époque qui avait été tourné. Donc là, c'est pour vous donner un peu le look and feel de ce qui se passait et de en fait, le gigantisme de cette aventure. Et pour terminer, eh bien, je vous ai remis, pareil, si vous voulez approfondir, je vous ai mis un petit peu l'équipe sur cinémacoréen.fr. Vous avez un petit module avec un outil de recherche, donc vous tapez le nom ou le titre. Et donc, dans le cast, vous avez, donc, je vous disais, John Mousson qui va jouer le bon, Lee Byung-hun, dont pareil, c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps, Song Kang-ho, vous avez forcément vu dans Parasite notamment, ou The Host et plein d'autres films, mais je vous recommande Secret Sunshine, c'est un de mes préférés. Et des seconds couteaux qui ont débuté leur carrière et qui maintenant sont les incontournables du cinéma coréen. Donc vous avez Oh Dal-soo, que vous voyez surtout chez Park Chan-wook, Ma Dong-sok, qui est le monsieur Tatan avec la franchise Roundup, ou Lee Sang-min, qui est un de mes acteurs préférés, et Kwak Do-won, qui était le policier dans The Stranger de Na Hong-jin, un des films préférés. Et le petit dernier dont je voulais vous parler subrepticement, Dal Palan, qui est en fait le compositeur de musique, pareil, un incontournable de l'industrie sud-coréenne. Et on va terminer sur, on va vous en mettre plein les mirettes, hein, voilà, pour vous faire plaisir, les petites palmettes en choco de Lee Byung-hun. Donc je vous souhaite un très très bon film, bonne séance. Et puis, je peux vous retrouver à la fin du film, en haut, à la sortie, si vous voulez me dire ce que vous avez pensé du film, etc. Voilà. Bonne séance.
vous a plu? Ah, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Il y a plein de parodies de la trilogie du dollar, et notamment du nom de la petite truand. Donc n'hésitez pas à revoir le film. Il va ressortir en version restaurée prochainement. Et comme ça, vous pourrez voir tous les hommages que Kim Ji-woon a fait directement dans son film. Au-delà de l'hommage, ça peut être un peu de la parodie, voire du plagiat, mais c'est vraiment son amour pour ce type de film. Et en fait, Kim Ji-woon, on connaît pour des films un peu virils, masculins, mais dans la deuxième diapo que je vous ai montré de sa filmographie, il a fait beaucoup de romances, de comédies. Oui, donc c'est vraiment quelqu'un qui aime aussi la légèreté. Et c'est pour ça qu'on retrouve en fait l'humour, la comédie dans ce film. C'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est que j'arrive jamais à retenir les noms.